Janvier 2015. Vendredi 9 janvier 2015, il est 20h. Maternité Jeanne de Flandre à Lille. Ma femme, Estelle, vient d'accoucher par césarienne. J'y ai assisté. J'étais au bloc opératoire. Une femme que je comprends être la pédiatre vient me voir et me pose cette question. Monsieur Danglejean, ça fait 30 minutes qu'on essaie de réanimer votre bébé. On peut continuer avec des risques de séquelles importants ou on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que je décide? Je regarde Estelle. Ça fait 15 minutes que les médecins l'ont endormie quand elle a compris ce qui est en train de se passer. Je dois répondre maintenant. À ce moment précis, je sais qu'une partie de ma vie s'arrête et qu'une autre va démarrer. Alors quand on me demande quelle est ma date de naissance, il m'arrive de répondre avec une pointe d'humour que je suis né 3 fois. La première fois, c'était le 25 mai 1984. Une naissance classique, un bébé costaud. Les 2 autres naissances, je les qualifierais de renaissances. Je suis né une deuxième fois, le 5 juillet 1998. Quand j'ai dévissé en haut de l'aiguille d'Argentière à 3900 mètres d'altitude, j'étais en cordée avec mon père. On a fait une chute de 700 mètres de dénivelé. On s'en est tous les deux sortis. J'étais pas la tête contre un rocher. Je suis resté dans le coma 3 jours. Je me suis réveillé. Et j'ai passé 2 mois en centre de rééducation. Dans ce centre de rééducation, il a fallu que je réapprenne à parler et à marcher. Il y avait des handicapés, très lourds, des vieillards, des adultes et beaucoup d'enfants. Plus que l'accident de montagne, en fait, c'est cette immersion, cette parenthèse de vie dans le monde des handicapés qui m'a offert un nouveau regard sur la vie. C'est ma deuxième naissance. Et puis je suis né une 3e fois, le 9 janvier 2015, quand avec Estelle, nous avons perdu notre premier bébé, mort-né. Alors c'est pas facile pour moi, mais c'est cette tragédie que j'ai envie de vous raconter. C'est une histoire très personnelle, et c'est aussi l'histoire d'un couple. Il y a 2 jours, c'était la journée internationale des droits des femmes, et je trouve que c'est aussi une belle façon de rendre hommage à toutes ces mamans qui vivent avec ce vide terrible d'avoir perdu un enfant. Je crois que pour un couple, il n'y a que 2 issues possibles face à un tel drame. Soyez-vous unis, soyez-vous détruits. Et avec Estelle, on a essayé de jouer la partie unie, et je me propose de partager avec vous ce qui nous a un peu aidés dans notre nouveau départ. Alors pour ça, retour en décembre 2014. Estelle est enceinte depuis 8 mois. C'est notre premier. Nos 2 familles sont très très heureuses. On est aussi très heureux, très confiants. On sait que ça va être un garçon. On a même choisi le prénom, il va s'appeler Gaspard. À ce moment-là, on vit avec cette croyance que, de nos jours, quand une grossesse se passe bien, l'accouchement se passe nécessairement bien ou se termine bien. 9 janvier 2015. Ça fait 9 mois et 2 jours qu'Estelle est enceinte. Le bébé ne veut pas sortir tout seul. Alors, les médecins décident d'un déclenchement naturel. Au bout de 10 heures de travail, Estelle est épuisée, elle est vidée. Alors un médecin prend la décision d'une césarienne. On fait confiance à l'équipe médicale. Pour nous, tout est normal. Il ne veut pas sortir tout seul, césarienne. On est juste très impatient de le voir. Effectivement, quelques minutes après, ils ouvrent le ventre d'Estelle, ils sortent le bébé, mais au lieu de nous le donner, ils l'amènent tout de suite dans la pièce d'à côté. Et surtout, aucun mouvement, aucun son. Alors on leur demande tout de suite, pourquoi il ne pleure pas?
Ça va aller, ça va aller. Vous en faites pas, dans le cas d'une césarienne, c'est assez classique, ça va venir vite. Rassurez-vous. OK. À ce moment-là, on reste confiant. Puis on attend. Quelques secondes, quelques minutes. Et on repose la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut le voir? Ça va aller, ça va aller. Là, j'ai senti de la tension. L'ambiance était lourde. Quelques minutes de plus, longues. Écoutez, dites-nous ce qui se passe. On ne comprend pas. Silence. Personne n'ose répondre. Alors le médecin qui est en train de recoudre Estelle, qui lui non plus ne sait pas ce qui est en train de se passer à côté, dans la pièce d'à côté, s'énerve aussi et s'écrie en s'adressant à son équipe, « Bon, écoutez, maintenant il y en a assez, il faut que les parents comprennent ce qui se passe, dites-leur. » Alors une infirmière vient me prendre par le bras, elle m'amène dans la pièce d'à côté, et là je vois un pédiatre qui est en train de masser le petit corps du bébé, et qui me regarde, et qui m'avoue, « C'est très grave, c'est très très grave. Depuis qu'il est sorti, votre bébé ne veut pas respirer. Retournez auprès de votre épouse. » Là, j'ai senti de la panique. Je suis retourné voir Estelle, je ne savais pas quoi lui dire. Mon cœur s'est mal parti. Elle a pleuré, elle a crié, elle s'est débattue. Alors les médecins lui ont remis le masque et elle s'est endormie. Et là, j'étais seul. Et là, j'étais seul avec devant moi Estelle, inconsciente, derrière moi, dans la pièce d'à côté, mon petit bébé qui ne veut pas respirer. Et j'attends. Et j'attends seul, dans l'espoir d'entendre des pleurs. Au bout d'un quart d'heure, le pédiatre revient me voir et il me pose cette question. Ça fait 30 minutes. Que décidez-vous? Je regarde Estelle, je me demande ce qu'elle voudrait. Je pense à mon bébé, je pense à moi, je me souviens des enfants handicapés, je ne sais pas quoi répondre et à l'instinct, je me lance. On arrête. On arrête, s'il vous plaît. Le psychiatre Christophe Faure, dans son livre « Vivre le deuil au jour le jour », rappelle très bien toutes les étapes du processus de deuil. La première étape, c'est le choc. Pour nous, le choc, c'est la première nuit. Juste après l'accident, je sors de la maternité, je téléphone à mon père, je téléphone aux frères d'Estelle, j'appelle mon meilleur ami, la meilleure amie d'Estelle, je leur donne la mauvaise nouvelle et je leur confie ce très lourd fardeau de prévenir tout le monde. Puis je retourne auprès d'Estelle, je sais qu'elle va se réveiller. Je m'assieds à côté d'elle et j'attends qu'elle se réveille et je réfléchis à comment je vais pouvoir lui dire, comment je vais pouvoir lui confirmer ce qui s'est passé. Je ne sais plus comment je lui ai dit, je crois qu'elle a compris toute seule. On a passé une nuit terrible, très peu d'échanges, très peu de discussions, des gémissements, des plaintes, de la douleur. Juste un état de choc. La deuxième étape du processus de deuil, c'est le déni. Je me souviens que le lendemain de l'accident, m'est venue une idée très curieuse, selon laquelle, le plus vite possible, on pourrait quitter la maternité, revenir dans une semaine, puis on referait un accouchement, puis on aurait un garçon et puis on l'appellerait Gaspard. Comme si rien ne s'était passé. Et c'est une idée tellement sérieuse que je me souviens en avoir parlé à Estelle. Et il m'a fallu plusieurs heures pour déconstruire ça et pour comprendre que ce n'était pas possible.
Cette réaction de déni, c'est une forme d'autodéfense pour surmonter une douleur qui est trop dure. Puis l'équipe médicale nous a posé la question, est-ce que vous voulez voir le corps de votre bébé? Alors la théorie dit que c'est un cap qui est important à franchir. Nous, la théorie, on ne la connaissait pas, et dans la pratique, on n'avait pas du tout envie. C'était trop dur. De toute façon, il était mort. Pourquoi il fallait s'infliger ça? C'était si facile de ne pas le voir, en fait. Pourtant, il y en a un de nous deux qui a eu cette intuition de dire à l'autre, je crois que pour la suite, ce serait bien de le voir. Alors, ils ont préparé Gaspard. Ils nous ont emmenés dans une petite pièce, au bout d'un long couloir. La pièce était petite et froide. Puis il y a une aide-soignante qu'on n'avait jamais vue, qui avait Gaspard dans ses bras et qui le berçait, comme s'il était vivant. On l'a regardé longtemps avec Estelle. Puis j'ai fini par demander à le prendre dans les bras. À ce moment-là, l'aide-soignante est sortie. Puis Estelle est partie juste après. Je crois que c'était trop dur pour elle. Alors je suis resté tout seul avec Gaspard. Il y avait un fauteuil à côté. Je me suis assis dedans. J'avais Gaspard dans mes bras. Je l'ai embrassé. Je lui ai pleuré dessus. Je lui ai dit bonjour Gaspard. Je t'aime Gaspard. Au revoir Gaspard. Je l'ai reposé dans son lit. Je l'ai regardé une dernière fois. Et je suis parti. Ce bébé, il a grandi pendant 9 mois dans le ventre d'Estelle. Moi, j'ai eu ce petit moment avec lui. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux de l'avoir vécu. L'équipe médicale nous a aussi posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire du corps? Première option, le déni. En fait, c'est assez simple. Dans un cas comme ça, vous pouvez signer des papiers, vous rentrez chez vous et l'hôpital s'occupe de tout. Vous n'entendez plus parler. C'est possible. L'autre option aurait été de surjouer une existence que finalement il n'a pas vraiment eue. On aurait pu organiser des funérailles, faire venir toute la famille, une cérémonie, etc. Ça ne nous convenait pas non plus. Alors on a inventé une troisième option entre les deux. On a fait incinérer son corps. On n'était même pas là. On a juste récupéré un flacon avec ses cendres. On les a mélangées à de la terre. On a planté un arbre dans cette terre-là. Mais avant, il a fallu aller chercher les cendres. Donc j'ai été les chercher, je les ai ramenés à la maison. Et dès le premier jour, Estelle n'a pas supporté. À ce moment-là, j'ai compris qu'on vivait 3 deuils différents. Le mien, le sien et celui du couple. 3 deuils à 3 vitesses différentes, de 3 façons différentes. La troisième étape du processus de deuil, c'est la colère. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis assez sensible au sommeil, pour ne pas dire que ça m'obsède. Avant la naissance, tout le monde me disait « Tu vas voir, les 3 premiers mois, tu ne vas pas dormir. Ton bébé va faire que pleurer. » Et je stressais pas mal par rapport à ça. Ce n'est pas les pleurs de mon bébé qui m'ont réveillé, non. Mais les pleurs de ma femme m'ont réveillé, nuit après nuit. Et là, j'étais en colère. Là, j'étais très en colère. Pourquoi elle a si mal? Pourquoi il nous est arrivé ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Puis qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Puis qui est responsable? La maternité? L'équipe médicale? Alors, on a eu un rendez-vous avec le patron de la maternité qui s'appelle Damien Subtil et qui, avec une très grande humanité, nous a expliqué on va faire une autopsie, on va chercher ce qui s'est passé,
mais je vous préviens tout de suite qu'il est possible qu'on ne comprenne jamais. Ils ont fait des recherches. Effectivement, il y a une ou deux hypothèses qui sont ressorties, mais on n'a jamais compris avec certitude ce qui s'était passé. Et il a fallu accepter qu'on ne comprendrait pas pour laisser passer cette colère. La quatrième étape du processus de deuil, c'est la tristesse. Quelques jours après, il fallait retourner à la maison. Moi, j'avais déjà repris le travail. Mais j'étais très inquiet pour Estelle, à l'idée qu'elle se retrouve toute seule à la maison sans son bébé. Alors j'ai envoyé un mail à tout notre entourage, à mes collègues de boulot, à ses collègues de boulot, à notre famille, à tous nos copains, très très large. Et dans ce mail, il y avait le lien vers un planning où chacun pouvait choisir une date et s'engager à livrer un bouquet de fleurs pour Estelle à la maison. Estelle n'était pas dans la liste, c'était une surprise. Et du coup, pendant 6 mois, on a reçu plusieurs fois par semaine des bouquets qui ont rempli l'appartement. L'appartement était rempli de couleurs, rempli de fleurs, ça nous a mis plein de joie. Et vous savez, avec ces bouquets, il y a toujours des petits mots d'affection. On se les relisait de temps en temps. Et elle a tellement aimé qu'elle en a choisi quelques-uns qu'elle a mis dans un cadre en pêle-mêle. C'est le cadre de Gaspard. Et tous les ans, le 9 janvier, on prend une photo avec notre cadre de Gaspard. C'est une façon de penser à lui et aussi à tous ces gens qui nous ont donné beaucoup d'amour. La 5e et dernière étape du processus de deuil, c'est l'acceptation. Mai 2015. Estelle est de nouveau enceinte. C'est incroyable. Alors pour la grossesse et l'accouchement, on a 2 options. Premièrement, on quitte la maternité. On ne veut plus cette équipe médicale. Ils ont tout foiré. Ça, c'est l'option de la rancœur et de la méfiance. Ou alors on leur fait confiance, une nouvelle fois. On a obtenu un autre rendez-vous avec le patron de la maternité, Damien Subtil. On lui a expliqué, on veut que ce soit vous qui vous occupiez de la grossesse d'Estelle, on veut que ça se passe dans votre établissement, et on veut que l'accouchement ait lieu avec la même équipe médicale. Parce qu'on croit que, bien qu'évidemment, on avait très peur que ça se reproduise, puisqu'on n'avait pas compris ce qui s'était passé la première fois, on ne pouvait pas se prémunir d'une deuxième fois. Donc on avait très peur que ça se reproduise, mais on croyait très fort que compte tenu de leur erreur la première fois, il n'y avait pas mieux placé que cette équipe pour réussir la seconde avec le bon niveau de responsabilité et d'empathie. Juin 2015. On a choisi notre arbre pour Gaspard. C'est un chêne rouge d'Amérique. Rouge comme l'amour et le chêne pour la longévité. Cet arbre nous survivra. On a choisi l'endroit, c'est le jardin de notre maison de famille au bord d'un lac. Un endroit où on va assez souvent. On est venu avec nos cendres, on les a mélangées à de la terre, on a relié 3 mousquetons les uns aux autres, papa, maman, Gaspard. On les a mis dans la terre, on a planté notre arbre. Et depuis 5 ans, l'arbre de Gaspard grandit. Et depuis 5 ans, quand on y va, on caresse son tronc, on caresse ses branches, on embrasse ses feuilles. Ce petit rituel, ça nous a aidé à accepter la situation telle qu'elle était et aussi à conserver un souvenir vivant de notre bébé. Décembre 2015. Vendredi 24 décembre 2015. Jour de Noël.
et jour de naissance d'Anatole. Je suis dans la chambre avec Estelle. Damien Subtil rentre dans la chambre. On n'arrive pas à parler. On se prend tous les deux dans les bras. On pleure tous les deux de joie, de gratitude, de soulagement. Cette fois, ils ont réussi. Et une fois de plus, le pari de la confiance a gagné sur la méfiance. Et cette fois, la confiance a donné la vie à Anatole, puis 2 ans plus tard, à Oscar. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais vous raconter une dernière histoire, l'histoire d'une journée qui a donné un sens à ma vie. On est le 28 mars 2015. Ça fait 3 mois et demi qu'on a eu cet accident. C'est l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur ami. J'ai hésité à y aller. Puis je me suis dit que ça me ferait du bien de prendre l'air. Puis c'est moi qui l'organise. Alors, avec des copains, on a décidé de faire l'ascension à ski d'un sommet qui s'appelle la Croix de Beldonne. Ça se situe dans les environs de Grenoble, à 3000 mètres d'altitude. L'ascension dure 2 jours. Je le vis comme une progression. Physiquement, je m'élève. Intérieurement, je me rapproche de Gaspard. À ce moment-là, toutes mes pensées sont tournées vers lui. On ne sait pas encore qu'Estelle va tomber enceinte. À ce moment-là, je suis dans la tristesse. Toutes mes pensées sont tournées vers lui et vers Estelle, que j'ai quittée pour la première fois depuis 3 mois et demi. Et puis, pendant le 2e jour, on arrive près du sommet, et au loin, sur le sommet, je distingue une croix. C'est assez fréquent en montagne. Ce qui est moins fréquent, c'est qu'il y a une inscription dessus. Donc on s'approche, puis je commence à distinguer ce qu'il y a écrit dessus. Mettre l'amour au sommet. Sous mes lunettes, je pleure. Je le vis littéralement comme un message de Gaspard. C'est Gaspard qui me dit « Papa, il est temps de passer de la peur et de la tristesse à l'amour. Papa, il est temps de passer de la tristesse à l'amour de la vie et des gens. » On redescend. Je retourne à Lille. Je vais voir Estelle et je lui dis que j'ai compris. J'ai compris qu'avec elle, avec tout le monde, toute ma vie, quoi que je fasse, je décide de n'avoir plus qu'un seul chemin, mettre l'amour au sommet. Merci. L'amour